Salut, à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo car aujourd'hui on va aborder une série dont je n'ai encore jamais traité sur la chaîne puisqu'on va parler de Lost, les disparus. Lost, c'est tout simplement ma série préférée all time, me voilà, juste devant Plus belle la vie. Oui, j'aime Plus belle la vie, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je me suis maté au moins peut-être 4-5 fois Lost en entier, et vu qu'il y a quand même 6 saisons d'une vingtaine d'épisodes de 40 minutes, ça fait quand même beaucoup, on va pas se mytho. Voilà, comme beaucoup de monde, je pense, j'ai découvert Lost au moment de sa sortie en France au début des années 2000. Il y avait vraiment un engouement de malade à ce moment-là, ça passait sur TF1 en prime time et tout. Je me souviens, ma mère et surtout ma tante étaient archi fans. Moi, je regardais pas vraiment puisque voilà, j'étais gosse et que je devais aller me coucher tôt, voilà, 21h30, hein. Je connaissais juste de noms comme ça. Puis bien des années plus tard, bah, je devais peut-être avoir 15 ans dans ces eaux-là. Et alors que je me faisais chier un samedi soir, bah voilà, je zappais sur les chaînes et d'un coup, je tombe sur François. D'ailleurs, big up à cette chaîne à jamais dans mon cœur. Et là, je vois un épisode de la saison 1 de Lost. Même pas le premier, hein, c'était un épisode, peut-être l'épisode 7 ou 8. Je regarde un peu, je kiffe l'ambiance. Je regarde le suivant et voilà. Sans m'en rendre compte, j'ai passé ma soirée à regarder des épisodes de Lost. Et après ça, c'est devenu le rituel. Voilà, tous les samedis soirs, je me pointais devant France O pour regarder Lost. Et il y avait vraiment une atmosphère spéciale vu que ça passait hyper tard, genre peut-être vers à partir de 23h jusqu'à 2h du mat. Et j'étais le seul encore debout chez moi. Et j'avoue que parfois j'avais un peu peur. Non pas que la série fasse spécialement peur, mais il y avait quand même une ambiance particulière avec tous ces mystères. Voilà. Bref, un jour, la diffusion sur France 3 s'est arrêtée et je me suis dit, allez, c'est bon, je me chauffe, on va regarder la série en streaming. Et je me suis fait tout d'un trait en quelques semaines et putain, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Voilà, Lost, c'est culte pour son univers, sa mythologie, ses mystères, ses rebondissements et évidemment ses personnages. Et qui dit personnage dit mort de certains. Et dans Lost, il y en a un paquet de morts. Et aujourd'hui, je vais donc vous proposer mon petit top 7 de mes morts dans Lost qui m'ont le plus touché, le plus marqué. Donc évidemment, je vais spoil à mort. Je vous déconseille de regarder si vous êtes en train de regarder la série ou comptez le faire. Mais avant ça, mettez quand même un petit like avant de vous barrer. Et sur ce, c'est parti. À la septième place de ce petit top, j'ai décidé de mettre la mort de Jacob. Donc Jacob qui est le protecteur de l'île et qui est vu par les autres comme une sorte de dieu. Alors si j'ai mis sa mort dans ce classement, ça va sûrement surprendre certains, mais c'est pas tant car elle m'a ému, car Jacob c'était loin d'être mon personnage préféré, comme beaucoup je pense, mais car elle est hyper surprenante. Voilà, je vous remets dans le contexte. Depuis la saison 2, on n'arrêtait pas de nous parler de Jacob, que tout un tas d'agissements qui ont eu lieu sur l'île, c'était en raison de sa volonté. À plusieurs reprises, on nous fait des feintes où on croit que c'est lui, mais en fait non. On en vient même à se dire si bah, finalement il existe vraiment ou pas, ou si c'est juste une imagination, enfin c'est juste un bullshit, voilà, pour nous faire croire qu'il y a un chef suprême qui dicte tout, mais en fait il n'y a pas de chef suprême. Même ma copine à l'époque, je me souviens, elle était limite à m'engueuler en mode putain, mais c'est, on va le voir un jour, Jacob, ou c'est comment? Et finalement, il faudra attendre la fin de la saison 5 pour le voir, et le mec dit 3 mots, on le voit 30 secondes, et il se fait poignarder par Ben et meurt. Et en plus, dans cette scène, il est d'une nonchalance. Alors, c'est le personnage qui veut ça, mais à chaque fois, ça me fume car ça fait un tel contraste entre le spectateur qui est un peu symbolisé par Ben, qui a hâte de le voir après tout ce temps, et qui finalement bah, tombe sur ça, voilà. On nous a teasé un mec pendant 15 ans pour qu'au final on le voit 10 secondes et qu'il apparaisse plus une fois qu'il est mort que quand il était vivant. Et rien que pour ça, franchement, bravo au scénariste, car c'était couillu, mais c'est bien joué, je trouve, car c'est une des morts les plus surprenantes. Pour la sixième place, j'ai décidé de mettre la mort d'Alex dans la saison 4. Donc Alex, la fille biologique de Daniel Rousseau et la fille adoptive de Ben, même s'il l'a plutôt enlevée qu'adoptée, entre nous. Voilà, cette mort, elle est marquante car déjà Alex, on l'aimait bien, du moins pour une autre, même si on la voyait pas souvent, bah chaque fois qu'on la voyait, elle était bienveillante et elle aidait nos héros. C'était la plus humaine des autres et en fort contraste du coup avec son père. Ensuite, cette mort, elle est marquante car encore une fois, elle est inattendue. On a Alex qui se fait choper par le commando de Kemi, et après que ces derniers tuent Rousseau et Carl et qui est amené du coup devant la maison de Ben pour le forcer à sortir, sinon Kemi va la tuer. Et à ce moment-là, on se dit que Ben va faire un truc, il va pas laisser bah, sa fille se faire tuer comme ça, qu'il a toujours un plan à chaque fois pour sortir de n'importe quelle situation. Sauf que là, non. Ben n'a aucun plan et le seul qu'il trouve, c'est de faire genre qu'il en a rien à foutre de sa fille pour qu'elle soit plus vue comme un otage utile. Mais du coup, Kemi, bah, il la tue directement d'une grosse balle dans la tête, voilà, le bon vieux headshot, car lui, il est pas là pour faire des sentiments, mais simplement remplir sa mission à savoir ramener Ben à Widmore.
Et la scène est hyper inattendue car ça arrive en hors champ alors que même Ben était en train de parler. En un instant, boum, ça arrive et on voit toute la surprise sur le visage de Ben qui s'y attendait pas du tout. Voilà, Alex, elle est morte vraiment comme une animale qu'on abat sur le bas-côté de la route. Et le plus triste dans sa mort, c'est que la dernière phrase qu'elle aura entendue de la part de son père, c'est «Je ne l'ai jamais aimé». Et voilà, même la réaction de Ben par la suite, elle est super touchante et on a de la compassion pour lui, alors que c'est quand même un gros fils de pute de base. Voilà, quand il dit Locke qu'il doit aller retrouver sa fille pour lui dire une dernière fois au revoir, et la scène, elle est hyper touchante. Et en plus, il faut pas oublier, mais cette mort aura un grand impact par la suite de l'histoire, puisque l'homme en noir va s'en servir pour manipuler Ben en prenant la forme d'Alex pour le pousser par la suite à tuer Jacob. Donc voilà, une mort qui, en plus d'être marquante, est très utile pour le reste de l'histoire. Pour la cinquième place, j'ai choisi la mort de ce bon vieux Locke. Je préfère préciser ici, mais je parle du vrai Locke, donc qui meurt dans la saison 5, et non du Locke que l'on voit dans la saison 6, qui n'est pas réellement Locke, mais l'homme en noir qui a pris sa forme. Cette mort, elle est marquante car elle contraste beaucoup avec le personnage de Locke, puisque c'est l'un des personnages, voire le personnage le plus culte de la série, mais pour autant, sa mort, elle est pathétique à l'image de sa vie, hein, dans sa globalité. Pour recontextualiser, on a Locke qui va au début de la saison 5 tourner de nouveau la rougeolée, après que Ben l'ait fait, et va se retrouver projeté hors de l'île. Donc déjà, ça va avoir pour incidence qu'il va se retrouver de nouveau handicapé. Il va avoir pour mission d'arriver à persuader les survivants qui ont quitté l'île, donc Jack et compagnie, de revenir sur cette dernière afin de sauver ceux qui y sont restés. Sauf qu'à ce moment-là, eux ne sont pas encore dans la mentalité de revenir, donc il va se prendre refus sur refus, ce qui va évidemment lui mettre un gros coup au moral. Lui qui pensait être si spécial au point d'être le chef des autres, il va se rendre compte qu'il n'est même pas capable de ramener les autres sur l'île. Et face à ça, il a l'impression que sa vie voilà, est misérable. Il va vouloir mettre fin à ses jours, voilà, seul dans un appartement de merde. D'ailleurs, c'est même pas avec une corde, mais avec un genre de fil électrique. C'est pour dire à quel point c'est pathétique. Et là, alors qu'il était sur le point de se pendre, on a Ben qui débarque de nulle part et qui parle avec lui, qui le rassure en disant que finalement, Locke a réussi car les autres réfléchissent à revenir sur l'île. Puis Locke retrouve le sourire et ne veut plus vraiment se suicider, sauf qu'en réalité, Ben récolte simplement les informations dont il a besoin. Et une fois ceci fait, en un instant, il passe derrière Locke et l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure. Et en quelques minutes, on est passé de Locke va mourir, mais finalement non, mais finalement si. Voilà, gros ascenseur émotionnel. On se dit qu'un perso de cette aura peut pas mourir de la sorte dans un appartement aussi miteux, mais en réalité si. Et la mort de Locke, tout comme celle d'Alex, elle aura un très grand impact dans la suite du récit, puisque l'homme en noir, comme je vous l'ai dit, va prendre sa forme par la suite afin de tromper les autres et pousser Ben à tuer Jacob. Et même l'annonce de la mort de Locke pour le spectateur avec la fameuse scène du cercueil était tellement importante que voilà, plusieurs scènes avaient été filmées avec des persos différents à chaque fois. Le plus marrant dans tout ça, enfin si on peut dire que c'est marrant, c'est que vu que Locke était un candidat, comme on l'apprendra dans la saison 6, il n'aurait pas pu se suicider, voilà, comme Michael avait essayé de le faire. Donc si Ben serait pas intervenu, Locke aurait essayé de se pendre, mais il aurait pas réussi, voilà, tous les coups, les fils auraient cédé. Donc c'est un petit peu triste. Pourquoi je mets pas cette mort plus haut? C'est tout simplement parce que voilà, Locke, je vais pas vous mytho, même si je l'adore, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de la série. C'est pas mon préféré, donc forcément sa mort, j'ai un peu moins d'affect, donc elle m'a moins marqué. Pour la quatrième place, j'ai décidé de mettre la mort de Boone, interprétée par notre cher ami Yann Sommer. Bon, j'arriverai jamais à dire son nom de famille. Pourquoi cette mort est marquante? Tout simplement car c'est la première mort d'un personnage principal dans la série, qui ouvrira d'ailleurs la suite à bien d'autres. Voilà, Boone meurt donc vers la fin de la saison 1 en tombant de l'avion nigérian, après y avoir grimpé conformément aux instructions de Locke. Cette mort, elle est tragique car on s'attachait de plus en plus au perso qui prenait de plus en plus de place et qui avait réussi un peu à s'émanciper de sa sœur grâce à Locke. Et d'un coup, alors qu'il est à son prime, on nous l'enlève. Elle est doublement tragique car c'est une mort vraiment à la con qui n'est pas spécialement héroïque comme d'autres par exemple quand on vont arriver dans ce classement. C'est un peu comme si dans la vraie vie, on mourait en tombant des escaliers. Là, c'est un petit peu pareil, mais sur une île. D'ailleurs, dans la saison 2, lors de l'épisode où on voit comment ça s'est passé pour les survivants de la queue de l'avion, on apprend enfin à qui Boone parler dans l'avion juste avant qu'il tombe, à savoir Bernard. Donc ça entérine définitivement le fait que ça a servi à rien du tout de grimper dans ce putain d'avion à part de le tuer.
Évidemment, à ce moment-là, bah, on en veut à Locke car c'est lui qui fait monter Boone dans l'avion, mais en même temps, c'est dur de le haïr complètement car lui-même est encore plus peiné que le spectateur, il est complètement dévasté. Voilà, il a l'impression d'avoir amené au casse-pipe un jeune qu'il idolâtrait, alors qu'en réalité, Locke, il est complètement perdu à ce moment de l'histoire. Et franchement, c'est une mort marquante qui s'étale d'ailleurs sur tout un épisode et demi, puisque Boone va pas mourir sur le coup, on va voir Jack qui va essayer de le sauver en vain. Puis après, on va toute la réaction des personnages, évidemment de Shannon qui, comme par hasard, à ce moment-là, bah, passer du bon temps avec Saïd. Et la scène où Jack lui annonce, elle est super émouvante, alors mais qu'il n'y a même pas de dialogue d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une mort qui va être clé, car il y a vraiment un avant et après cette mort. Après, on sort un peu de l'innocence de voilà, c'est une île, c'est trop cool et tout. C'est une île, mais qui peut nous tuer. Donc voilà, ça sera plus la petite île tranquille. L'ambiance sera plus jamais la même après ça. D'ailleurs, on y fera référence à de nombreuses fois la mort de Boone qui continuera d'apparaître dans les rêves de Locke, qui sera un petit peu, qui matérialisera un petit peu sa conscience. Pardon, j'ai bégayé. Bref, Boone, un super personnage, on t'aime, et en plus, t'es beau, putain. Pour la troisième marche du podium, j'ai décidé de mettre le magnifique double kill opéré par notre ami Michael, et qui est Où est mon fils, et qui est le mec que tout le monde déteste, mais que j'aime malgré tout. Alors je sais techniquement, Anna Lucia et Libby ne sont pas morts en même temps, vu qu'Anna Lucia est morte sur le coup, alors que Libby a succombé à ses blessures plusieurs heures plus tard. Mais globalement, voilà, ils sont morts dues aux blessures infligées lors de la même scène, ce pourquoi je les ai mis ensemble. Alors pourquoi ces morts sont marquantes? Car elles sont triplement inattendues. Déjà, c'est l'un des nôtres qui les tue, à savoir Michael. Alors même si depuis son retour, on s'était aperçu qu'il était un peu chelou, de là à tuer deux personnes, on s'y attendait pas. Deuxio, bah c'est si soudain, ça arrive en un instant, que voilà, on a à peine le temps de cligner des yeux, paf, les coups sont partis. Et enfin, car c'est parce qu'on nous enlève deux persos d'un coup, dont un Alucia qui était clairement un personnage hyper important, c'était l'équivalent de Jack, mais pour les survivants de l'arrière de l'avion et qui en à peine une saison avait posé sa grosse paire de coups sur la table des persos cultes de la série. Et là, en une scène, on a Michael qui lui tire dessus en plein dans le cœur, juste après lui avoir demandé pardon. Et c'est triste car à ce moment-là, Anna Lucia, elle était encore torturée par ses démons. Elle n'était pas arrivée au bout de son chemin initiatique comme d'autres qui sont morts, comme Charlie. On sentait qu'il y avait encore quelque chose à raconter avec elle. Et à peine on se remet de ça, que là, il y a Libby qui arrive, et Michael se tourne et par réflexe, lui met deux balles dans le buffet. Libby, qui d'ailleurs n'avait aucune raison d'être dans le bunker à ce moment-là, à part pour venir chercher une nappe pour le pique-nique qu'avait oublié Hurley. Et là, l'expression être au mauvais endroit au mauvais moment, elle a vraiment tout son sens avec la mort de Libby. Et le pire, c'est qu'avant de mourir, elle va pousser une dernière fois un cri en disant le nom de Michael devant les autres, comme pour les prévenir en mode c'est lui qui m'a tiré dessus. Sauf qu'eux vont simplement penser bah, qu'elle s'inquiétait pour lui, car Michael s'est ensuite mis tirer une balle dans le bras pour faire croire que c'était Ben qui s'était échappé et qui les avait tués. Ce double kill, bah, il marque d'une part un peu le début du génocide des survivants de l'arrière de l'avion, vu qu'après ça, il va rester plus que Bernard et Monsieur Echo, mais Monsieur Echo va rapidement mourir au début de la saison 3. Mais surtout, ça va amplifier le conflit grandissant qui montait entre bah, les héros et les autres, jusqu'à mener à l'assaut qui a lieu dans le final de la saison 2. Et enfin, ça va faire définitivement basculer Michael, qui grâce à ça va pouvoir certes récupérer son fils, mais à quel prix, car celui-ci ne voudra finalement plus le voir après que bah, Michael lui a avoué ce qu'il a dû faire. Il vivra du coup tout le reste de sa vie dans la culpabilité, rongé par les remords, et il cherchera désespérément bah, un moyen de se racheter, ce qu'il tentera de faire en devenant l'espion de Ben sur le cargo de la saison 4, mais malgré tout, bah, voilà, sa fin de vie sera bah, plutôt triste, plutôt pessimiste à Michael. Pour la seconde place, je mets la mort de Juliette au tout début de la saison 6. Là, si je mets cette mort aussi haut dans le classement, c'est clairement pour l'émotion qu'elle m'a procurée. Voilà, Juliette, c'était clairement un des personnages les plus importants depuis son apparition lors de la saison 3, qui au fur et à mesure des épisodes était de plus en plus incroyable. Voilà, il y avait vraiment une super complicité, je trouvais, avec Jack. Puis finalement, dans la saison 5, on découvre qu'elle est en couple avec Sawyer et ça fonctionne nickel, ils forment un très beau couple. Et là, tout leur univers va se casser la gueule avec le retour de nos héros dans le passé dans les années 70. Ce qui est triste, c'est qu'à un moment, bah, Sawyer et elle sont sur le point d'être ramenés sur le continent par le projet d'Arma en sous-marin. Ils ont donc l'occasion de recommencer une nouvelle vie, bien qu'ils soient dans la mauvaise temporalité, mais ils auraient pu quand même être heureux ensemble. Mais Juliette va refuser de fuir et va vouloir aller aider Jack, ce qui lui coûtera la vie malheureusement. Vous connaissez la scène comme moi, Jack va balancer la bombe H dans le trou, ce qui va attirer bah, tous les métaux, une sorte de gréement. Juliette va être traînée avec une chaîne jusqu'au fond du trou. Sawyer va la rattraper, va lui interdire de la lâcher.
Et on va voir elle qui va lui demander bah, de la laisser partir en mode voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avec un dernier je t'aime juste avant bah, qu'elle lâche. Et là, on a la chute. Et déjà à ce moment-là, on est au bout du rouleau et ça continue puisqu'on a Juliette qui a finalement survécu à sa chute et qui se retrouve bah, au fond du trou à côté de la bombe qui n'a finalement pas explosé. Et du coup, toute seule en larmes, elle va se mettre à taper avec une pierre sur la bombe jusqu'à ce qu'elle explose. Et là, boum, écran blanc et fin de saison. On est en mode putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis on reprend au début de la saison 6 où les héros sont revenus bah, dans le présent. Juliette qui est encore en vie, mais elle est simplement le temps bah, voilà, de mourir dans les bras de celui qu'elle aimait, à savoir Sawyer. Voilà, à ce moment-là, on a des frissons. On a Sawyer qui a envie de casser la gueule à Jack. Mais bordel, c'est une scène qui est super émouvante et qui marche super parce que c'était un des persos super attachants et un perso principal en plus qui part, ça fait toujours bizarre. Surtout que Juliette, bah, c'était un peu notre maman, voilà, toujours calme et réfléchie avec les bonnes solutions. Et le pire dans sa mort, c'est qu'elle a toujours voulu quitter l'île, mais que finalement, bah, elle mourra sur cette dernière et elle n'arrivera donc jamais à la quitter pour retrouver sa sœur. Voilà, c'est ça qui est triste avec ce personnage, c'est qu'elle a toujours voulu quitter l'île et finalement, bah, ça sera son tombeau. Ma mort la plus marquante de Lost, comme beaucoup, je pense, c'est évidemment celle de Charlie qui a lieu dans le final de la saison 3. Voilà, cette mort, elle m'a un petit peu traumatisé, on va pas se mytho. C'est la mort qui m'a tout simplement fait pleurer. Et pour me faire pleurer devant un film ou une série, il faut y aller pourtant. Donc j'avais pas d'autre choix que de la mettre en numéro un. Voilà, Charlie, c'est un peu un de mes persos préférés dans la série, avec Desmond d'ailleurs. Et ça tombe bien vu qu'ils vont former une sorte de binôme dans la saison 3. Charlie, c'est vraiment le loser qui pense qu'à sa gueule au début, mais qui finira par trouver une raison d'être pour aller de l'avant et penser aux autres. Et cette raison d'être, c'est évidemment Claire et Aaron. Le couple Claire-Charlie, je trouve, c'est un des couples les plus mignons, alors même qu'ils s'échangent qu'un seul baiser durant toute la série, à la toute fin, juste avant que Charlie ne parte pour la station Le Miroir. Et en réfléchissant à la mort de Charlie, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup à celle de Ace dans One Piece. Alors dit comme ça, on ne dirait pas, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Du coup, dans One Piece, on a Ace qui est fait capturer par Barbe Noire, qui le livre à la marine qui est sur le point d'exécuter. Voilà, c'est publié aux journaux. On nous dit clairement que Ace va être tué bien avant que ça arrive. Du coup, on se prépare un petit peu, même si on se dit qu'il va y avoir forcément une solution. Bah, dans Lost, c'est pareil. On a Desmond qui, du coup, va avoir des flashs où il va voir mourir Charlie plusieurs fois. Et même si à chaque fois il le sauve, il y a un moment où Charlie devra mourir. Puis finalement, Charlie part à la station Miroir pour désactiver le brouilleur, car il a conscience que quoi qu'il arrive, il va mourir, donc autant mourir pour aider les autres, et notamment Claire. D'autant que Desmond lui a dit avoir une vision où il voyait Claire et Aaron quitter l'île s'il le faisait. Et finalement, après des péripéties, la mission se passe bien, et les deux amis sont sur le point de rentrer tranquillement, quand évidemment, en un instant, ça part en couille et Charlie meurt. Et pour Ace dans One Piece, c'est un peu pareil, puisqu'on a Luffy qui arrive à le secourir, ils sont sur le point de s'enfuir, le lecteur croit que ça y est, c'est le fait, et bim, en un instant, Ace meurt, et on s'est tous fait piéger. Et pour vous dire à quel point je me suis fait piéger dans Lost, c'est que je m'étais spoil la mort de Charlie. Voilà, j'avais lu les résumés d'épisodes avant de les regarder, donc je savais qu'il allait mourir. Mais malgré ça, pendant un instant, je me suis dit, mais en fait, il va survivre ce con, c'est n'importe quoi. Et juste après, il meurt finalement. Et rien que pour ça, franchement, bien joué, car je me suis fait avoir, alors que même j'étais spoil. Voilà, il faut le faire pour se faire avoir, alors qu'on sait déjà ce qui va se passer. Et même les scènes qui précèdent bah, sa mort à Charlie sont tellement émouvantes, car ce qui est triste, c'est que seul lui et Desmond savent qu'il va y passer, et à chaque fois qu'il part avec un perso, on se dit putain, c'est la dernière fois, eux ils savent même pas. La petite discussion sur le bateau entre Desmond et Charlie, à chaque fois que je me la remate, j'ai des frissons, voilà, Charlie qui file sa petite liste à Desmond de voilà, ses meilleurs moments de sa vie, avec cette phrase à la fin en mode voilà, les souvenirs c'est tout ce qui nous reste, bordel, les frissons, rien qu'en imaginant la scène, j'ai les frissons. Et s'agissant de la scène de mort en elle-même, voilà, on a Desmond qui met HS Mirael, et Charlie va désactiver tranquillement la balise pendant que Desmond prépare le matériel pour remonter à la surface. D'ailleurs, à ce moment-là, on a Desmond qui nous sort qu'il a plus de flash pour mieux bait le spectateur. Tout se passe bien, on a Charlie qui désactive le système, il est sur le point de sortir de la salle, et là, un coup de fil de Penny, la musique qui se lance, Desmond se rend compte que le corps de Mirael n'est plus là, et là, le petit toc-toc au hublot qui nous a tous traumatisés. Charlie se tourne, il voit Mirael avec une grenade dans la main. Il court fermer la porte, boum, la vitre explose et la pièce se remplit d'eau et là, plus de bruit. Et là, la caméra qui filme en gros plan Charlie qui est voilà, décontenancé en mode putain, comment j'ai pu croire une seconde que j'allais survivre. Puis d'un coup, la musique se relance, et là, Charlie reprend conscience et se dit qu'avant de mourir, il doit au moins aider une dernière fois ses amis. Et là, il chope un stylo, il écrit sur sa main la fameuse phrase culte No boats Penny, voilà, pas le bateau de Penny.
Un dernier regard entre les deux amis, puis Charlie repart au milieu de la pièce, il se signe une dernière fois, et là c'est terminé. Et comment ne pas ressortir traumatisé après ça? Alors pour les Jean-Michel qui vont dire oui, Charlie c'est un gros con, gna 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 gna, il aurait bien pu sortir de la pièce au lieu de s'enfermer dedans, je ne vous juge pas car j'ai aussi eu cette réflexion la première fois que j'ai vu la scène, mais je vais vous expliquer. En réalité, Charlie aurait pu sortir de la pièce, évidemment, mais il se sacrifie volontairement car selon la vision de Desmond, pour que Claire et Aaron puissent quitter l'île, il devait mourir, donc c'est pour ça qu'il s'enferme, pour que celle qu'il aime puisse se barrer de cette putain d'île. Et le pire, c'est que c'est pas fini, puisqu'au début de la saison 4, on a tout le monde qui se regroupe, et voilà, on a Rose et Sun qui retrouvent chacun leur mec qui était resté se battre contre les autres, et là on a Claire qui cherche du regard de Charlie dans la foule, mais qui ne le trouve pas, et là on a Desmond qui est sur le point de prendre ses responsabilités pour aller lui dire avec une expression faciale, mais bordel, qui mériterait un Oscar, mais finalement c'est Harley qui lui dit qu'il va s'en charger, et voilà, boum, c'est terminé. Voilà, j'ai beaucoup parlé de cette mort, mais en même temps, c'est celle que je considère comme la plus marquante, donc c'était normal. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon petit classement. N'hésitez pas à faire le vote d'ailleurs si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.